cœur rare. Drapés dans un lit soyeux, Mortimer Jumpy et sa femme allumèrent leurs lampes de chevet respectivement. Il était maintenant 10 heures du soir. Ivana s'adressa à Mortimer. « Mortimer, il y a une question que je voudrais te poser. »« Oui, Candy, quoi donc ?» fit celui-ci. « Nils, le général est venu me voir et on a parlé longtemps. Tu serais le seul astronaute en vogue pour le moment et d'après les recherches des plus éminents savants, certaines substances ramenées du sol de Mars ont provoqué quelque chose de spécial dans notre monde. Nils t'a parlé de cela. C'est ce qu'on appelle dévoiler l'identité alpha. Pourquoi, Candy? Il y aurait du nouveau en ce sens? Les dernières nouvelles les plus secrètes, je les ai obtenues d'un serveur en cherchant hâtivement dans les archives classées top secret, dit Ivana. L'État d'Israël menace la nation allemande et il pourrait même l'attaquer si elle devient pour lui une menace. C'est un ordre précis. Les Juifs craignent le renouveau de l'Allemagne nazie. Je sais, Candy, tous ces jeunes qui adhèrent au néonazisme et n'ont qu'une idée, voler des avions de guerre et combattre pour atteindre le Valhalla. Je sais, c'est une certaine vision du monde. Mais sache que tout l'effort que font les USA, c'est concentrer leur puissance de feu vers le haut et non vers le sens de guerre, vers la conquête spatiale et non ce que tu penses. Toutes ces énergies seraient toujours plus profitables à tous si on les dirigeait vers la conquête de l'espace, dit Mortimer en rauque caractéristique. T'as rien à craindre, tu peux dormir en paix, reprit Mortimer, en se retournant et en éteignant sa lampe de chevet. Ivana éteignit sa lampe aussi, mais elle resta là, assise dans l'obscurité, pensive. Vers 6 heures du matin, un portable à côté de Mortimer sonna. Jumpy répondit. « Mortimer, quelque chose de nouveau s'est produit. Israël a signé des contrats d'armement avec l'Égypte. C'est inouï. Et l'Égypte est maintenant disposée à installer des armes complexes si certains pays d'extrême droite d'Europe chercheraient à faire sauter l'État hébreu. Général Nisk, que me dites-vous là? Des balivernes? Nous sommes le 1er avril. Non, Mortimer, c'est vrai. Les Israéliens disposent de missiles ultra perfectionnés, capables d'atteindre Berlin, Vienne et l'Europe centrale en moins de 10 minutes. Et que puis-je bien y faire? Cela sera de la purée de poids généralisée. Je suis fatigué de mon dernier périple sur Mars, fit Mortimer. J'ai une solution, Mortimer. Je vous en parlerai en privé, demain, au restaurant le plus chic de Miami. À demain, à 13h, bye. Et il quitta la communication. L'après-midi venu, Mortimer prit un avion vers Miami. Et au matin, il localisa le restaurant où devait avoir lieu sa rencontre avec Nils. Vers 13h, il retrouva celui-ci dans un restaurant très décoré et d'ambiance chaleureuse. Mortimer Jumpy et Nels Abbott se retrouvèrent face à face, dégustant des plats nationaux de cuisine américaine, spécialité de Floride. Le restaurant n'était pas très grand, mais on y mangeait bien. « Venons-en au sujet, général, fit Mortimer en redressant ses lunettes. C'est notre groupe spécial, le Manoir, et vous êtes désigné pour accomplir cette mission à bord du B-7, le Bravo 7, fit Nils en se servant du vin tranquillement. Voici d'ailleurs la documentation nécessaire pour accomplir ce qui doit être, dit Nils en posant un CD-ROM sur la table, et il reprit. Sachez, Mortimer, que vous êtes un monstre sacré. Mortimer Jumpy saisit le CD et le mit dans une petite sacoche à côté de lui. Je dois donc faire partie de cette équipe? Et quelle équipe? Tout à coup, la lumière du restaurant s'éteignit, des cris fusèrent de partout, et une étrange chauve-souris fit son apparition sous les yeux épouvantables du général, voltant tout autour d'eux. Les gens du restaurant se mirent à rire. Ils suivaient la chauve-souris de son regard. Elle se matérialisa en un personnage typique sous les applaudissements des touristes et des clients du resto. Un être à la cape noire, habillé de rouge, et de blanc, les cheveux noirs et enduits de gel, portant une chaînette en or sur la poche gauche de sa chemise de mode vamp, se mit debout en face de Nils Abbott,
reconnut le comte, le fameux comte. Mortimer éclata de rire. Le comte de Dracula, sans sourire, posa 2 doigts sous son menton. La mine pensante, la lumière revint dans la salle, sous les applaudissements des clients qui pensaient à un tour de prestidigitation réussi. Pourquoi ne ferais-je donc pas partie du voyage général, dit Dracula. Un orchestre entama une musique caractéristique de la région de Transylvanie, suivie de mouvements de violon de musique classique. Un air d'opéra digne des classiques d'épouvante. Je pense qu'il a raison. Mais après tout, fit Mortimer, en mangeant doucement. Tout le monde se mit à rire aux éclats. Le général Niels n'en revenait pas. Devant lui se tenait le vrai, l'unique et véritable comte de Dracula, vampire ayant hypnotisé toute l'assistance qui ne voyait en ses actes qu'une supercherie à faire rire les enfants. « Vous avez rompu le pacte de Varsovie, lança Dracula en déposant une carte d'aviateur sur la table des 2 Américains. Il scruta la carte militaire. Le comte figurait bien parmi les rouges. Mission sur le B7, ultra secrète. Chapitre 7. Ok, mais je ne sais si les autres énergumènes seront d'accord de vous accepter parmi eux. Sur le B7, expliqua Niels en avalant sa salive en un gloup caractéristique. Je serai du voyage, de la mission. Certaines cibles au sol ne peuvent être détectées par Talbot. Et vous le savez bien, général, dit le comte de Dracula. Les Israéliens veulent tirer leurs missiles vers l'Allemagne, mais les risques de provoquer le chaos dans toute l'Europe, et je ne vois pas cela d'un bon œil, expliqua le vampire. Puis il disparut sans bruit dans des accords d'une musique des pays de l'Est. Quelques jours après, dans une base secrète se réunissait l'équipage du B-7, bombardier de l'US Force, le plus évolué en matière de pénétration, de dissuasion et de technologie avancée. Arriva le docteur Frankenstein transportant le monstre dans un van au verre fumé. Puis Talbot, l'homme loup-garou, dans une automobile britannique accompagné de 3 autres individus. Le colonel Abdul accompagné de 3 autres individus. Le colonel Abdul possédait de la momie égyptienne de Mars et membre du CIA. Le colonel stationna dans une grosse voiture américaine. Avec lui se tenaient des gradés de l'US Army. Et une soucoupe martienne suivait ses évolutions à très haute altitude. Puis le comte de Dracula qui se présenta devant l'entrée de la base dans une auto Dacia soviétique immatriculée en Allemagne. Et enfin Mortimer Jumpy dans une coccinelle Volkswagen mauve discrète, mâchant du bubblegum en espadrille et les cheveux au vent. Abdul El-Harbi, possédé de l'entité martienne, faisait partie du groupe. Il était le mieux adapté au vol toute catégorie pour aider à piloter le B-7. Tout le reste devait l'assister dans ses opérations. Niels Abbott expliqua à l'étrange formation portant maintenant des uniformes le but principal de la mission. « Messieurs, vous êtes ici pour la paix et faire régner la paix. Des éléments subversifs ont commis la grave erreur de placer sur le sol d'Israël des missiles orientés vers l'Allemagne unifiée, craignant un renouveau de l'État SS nazi de la Seconde Guerre mondiale. Respectant l'esprit de la paix et de la fraternité humaine, ce groupe de révolutionnaires est prêt à frapper l'État renaissant d'Allemagne qui ne se veut point national-socialiste, mais de nature différente, plus ouvert sur les technologies de l'espace. Les missiles ultra-perfectionnés dont dispose l'État d'Israël peuvent créer la discorde et le désastre dans le monde entier. Ainsi, vous êtes apte, avec l'appui des puissances anciennes, à contrer cette terrible menace qui plane désormais sur le monde entier. Le sionisme, ayant atteint son apogée, veut annihiler la race aryenne et se laver de ses anciennes amertumes passées. Des clones humains d'Adolf Hitler ont été créés pour contrer cette faute abusive. La nouvelle Allemagne, grande et réunifiée, ne veut en aucun cas faire la guerre à Israël. Elle le sait d'ailleurs par les forces qui lui sont imposées. Mais malgré cela, les militaires sionistes ont placé des armes menaçant la sécurité de l'Europe
continent de sagesse et de bravoure avant tout. Les objectifs sont de neutraliser l'armement juif et sioniste afin de relancer la paix et que les petits-enfants puissent vivre dans la quiétude. Bien que l'Égypte ait ratifié des traités de paix, ces traités n'ont pas été respectés et certains sionistes menacent tous les efforts de paix dans le monde. Malgré la lutte incessante pour éviter d'en arriver là, malgré tous les efforts de paix entre tous les partis se disputant cette parcelle de terre pour en faire un havre de paix, l'Allemagne réunifiée assiste en spectateur aux missiles qui lui sont destinés. Pourquoi ne pas faire de la Terre sainte une terre internationale ? Avec la bannière des Nations Unies et laissant ses portes ouvertes à tous. Mais tous ces objectifs n'ont pu être atteints. Ceux qui contrôlent le ciel contrôlent le monde et malgré la volonté idéale de paix, l'Égypte s'élève contre de tels agissements, les qualifiant de forcés pour prouver une certaine idée de destruction du génie musulman et falsifier toutes les données. Que gagnerons-nous à faire une guerre? Nous perdrions dans pareil cas. Notre seule victoire auprès des orgueilleux est prouver qu'ils ont raison et qu'ils sont les plus forts. Alors faites quelque chose, je vous prie, pour aider les démunis et ceux qui se battent contre la folie et ceux qui sont soumis à la volonté de ceux qu'ils ne veulent pas faire, c'est-à-dire la guerre. Vous, loup-garou de Londres, et vous, monstre de Frankenstein de l'Europe centrale, ainsi que vous, Dracula, comte de Transylvanie, mais aussi vous, momie égyptienne et colonel de la CIA, frappez ces objectifs désignés pour éviter la guerre et ramener la paix. Décollez avec le B-7. Dans une base d'Égypte qualifiée secrète, l'étrange équipage prit le contrôle du Bravo 7. Abdul Farid et Talbot, le monstre de Frankenstein, à l'arrière du B-7, tel dans une stratoforteresse, tenait entre ses mains un puissant canon mitrailleur calé en lieu au cas où surgiraient des avions par l'arrière. Le vampire, dénommé Dracula, lui, surveillait les systèmes radars du B-7 de ses yeux flamboyants et le bombardier de l'armée des Nations Unies et de la mondialisation. Il était 7 heures du soir pour ce vol spécial. Tout à coup, l'affichage radio annonça « Colonel Abdul, vous êtes dans le secteur, nous suivons vos évolutions. » Le colonel du CIA, d'origine égyptienne, fut saisi d'une étrange sensation de chaleur à pulsations rythmées. La créature de Mars avait repris place en son corps, visible de tous telle une entité extraterrestre appelée « chose » de couleur phosphorescente. Un message fut aussitôt capté sur le radar GPS de vol en caractère illisible. Les Martiens étaient présents très haut dans le ciel, juste au-dessus et dirigeant un faisceau sur le Bravo 7. Un réacteur de type inconnu émit alors un sifflement crescendo et le bombardier se propulsa à très grande vitesse, sans polluer l'atmosphère. Parmi l'équipage, Mortimer Jumpy s'occupait de navigation, tournant ses yeux dans leur orbite et soufflant dans ses joues pour respirer et ajuster son masque à oxygène, rouge d'émotion et calé à l'avant du bombardier. Les yeux rivés sur le cadran du relief, vu d'en haut, prêt à intervenir. « Nous survolons le Nil à présent », lâcha Mortimer dans le micro de son casque. Talbot tenait maintenant les commandes, le soleil se couchait. Saisi d'un profond sommeil, Farid s'endormit et le B-7, tel un oiseau de proie nocturne, filait calmement dans la nuit. Le monstre de Frankenstein surveillait l'arrière de l'appareil et son puissant canon émettait des bruits semblables à ceux d'un électroencéphalogramme. Infatigable, il surveillait son radar d'attaque. Le médecin autrichien était ravi de son œuvre, fût-elle d'apparence hérétique ou contre nature. D'une ambulance de la Croix-Rouge, il chercha à contacter celui-ci pour se tenir informé de ses nouvelles et de bon cœur il dit « Herr Caporal, tout va bien ?» sous un air de musique wagnérienne. « Ach so, Herr Doctor, tout va bien » dit Frankenstein descendant à basse altitude. Le comte de Dracula reçut un message à son tour. En rouge s'inscrivirent des caractères cyrilliques sur un instrument de bord. « Préparez l'armement !» Air to ground, les missiles pour traiter les cibles au sol, elles seront en vue dans 40 minutes, dit une étrange voix au timbre à ultrasons. Da, fit le comte de Dracula, et ses yeux rougeâtres
s'allumèrent dans l'obscurité du cockpit. La pleine lune se leva dans le ciel dégagé, et ses sangles de sécurité, sous l'air d'une musique classique, sa peau se couvrit de poils. L'air joué rappelait la musique d'Airwolf. Ses mains déformées en pacte saisirent pourtant les commandes de vol. Il hurla un puissant cri et poussa sur le palonnier pour équilibrer l'appareil. « Ah oui, on va avoir de la visite, souffla le loup-garou, dans ses narines en ajustant un casque spécial. Mortimer, plus bas, s'endormit. Morphée apparut et l'enveloppa d'une nuée indescriptible. « Des avions approchent par l'arrière à 6 heures, hurla le loup-garou. Frankenstein se retourna lentement et arma son canon. Il ouvrit une lucarne et visa en annonçant « Objectif mis sur cible », puis cria « Verrouillage ». Le loup-garou se mit à faire des acrobaties aériennes. 8 Cubains, Ibelman, tonneaux, chandelles pour éviter les tirs ennemis, évitant les missiles en lâchant des leurres tels de vulgaires os. Le Bravo 7 dansait dans cette nuit magique. Les pilotes ennemis n'y comprenaient rien. Aidé du vampire qui déplaçait le bombardier en changeant sa position comme le ferait une chauve-souris par son système de perception. Abdul se réveilla en recevant un message. « C'est à vous, colonel, d'ouvrir le feu. Nous sommes en territoire égyptien. » Là, son nom reconnut les cibles au sol à plusieurs miles de distance. Abdul ouvrit le feu en appuyant sous ordre des Nations Unies. Une fois, puis par salve, verrouillés sur leur cible, les missiles air-sol se déplaçaient maintenant vers leurs objectifs, guidés par l'esprit destructeur de Mars. Le bombardier coupa ses feux de navigation et vola en rase-motte. Des chasseurs, une centaine sortis de nulle part, se dirigeaient vers l'intrus et, forçant la frontière, le prirent en chasse. Les missiles menaçant la paix et la sécurité furent détruits par cet avion des ténèbres qui, violant l'espace aérien israélien, avait annihilé le risque d'une guerre nucléaire de grande envergure. Le loup-garou s'endormit. Abdul saisit les commandes du Bravo 7 et remit cap à destination de la base initiale. « J'amorce la phase de retour » cria-t-il à ses chefs, poursuivi alors par l'armada ennemie qui décida de l'abattre coûte que coûte. Elle viola l'espace aérien de l'Égypte et tous les traités de paix. Mais le teutonique monstre de Frankenstein était là, résolu à défendre l'intérêt des Nations Unies. Indestructible, il ne voulait point perdre Mortimer Jumpy, son ami, héros américain de l'espace. Voyant que les ennemis de la paix ouvraient à nouveau le feu sur son bombardier, il se mit à les abattre. L'aviation qui lui donnait la chasse. Virevoltant et maniant son terrible canon de longue portée, les chasseurs ennemis tombaient comme des mouches sous le terrifiant canon mitrailleur digne de l'antique noblesse des stratoforteresses et de Frankenstein. Un message godé parvint aux oreilles pointues de Dracula, vampire volant et qualifié. Notre lunet rouge, lança celui-ci en déchiffrant les positions de missiles à guidage infrarouge. Da, ils ont lancé sur nous des missiles à guidage IR, et je n'aime pas cela du tout, fit le vampire en serrant son poing. Mortimer s'éveilla. Il poussa un bouton pour afficher les waypoints et la situation de retour, puis se rendormit. 40 appareils ennemis furent abattus, mais l'ordre d'attaque sol-air ne fut point donné. Énervés, agacés, les 60 autres appareils continuèrent la chasse du mystérieux Bravo 7 qui les abattait sans arrêt, un après l'autre, au son d'une musique de Wagner, la chevauchée des Valkyries. « C'est l'heure de faire dodo » dit Talbot à Abdul, qui approchait de leur base, un secteur secret de l'OTAN. La créature de Mars disparut et Abdul, le Bravo 7, approchait de la piste qui s'éclairait au fur et à mesure. Frankenstein désactiva son canon mitrailleur et referma la lucarne arrière. Mortimer vérifia le train d'atterrissage. Il annonça « Sortie ». Le loup-garou cligna de l'œil vers le vampire qui éteignit les feux de repérage de l'avion par les radars internationaux. Il alluma cependant les phares d'attention. Le mystérieux avion de guerre atterrit doucement sur l'airstrip, incognito. À la piste s'éteignit comme par enchantement, et tout semblait calme aux alentours. Le Bravo 7 roula alors vers un hangar ouvert et y pénétra, coupant l'arrivée des gaz de ses réacteurs ou ce qui ressemblait à des propulseurs de soucoupes volantes, à s'y méprendre. L'escadrille de 100 appareils ennemis avait été détruite cette nuit-là.
sur ordre du haut commandement allié et pour éviter une guerre qui ne se serait point terminée. Le groupe sortit indemne du bombardier. Ils descendirent tous sur l'asphalte de couleur gris sombre. Le secrétaire général de l'ONU les reçut, ainsi que plusieurs personnalités de différents États. Il faisait jour à présent. Il n'y avait point de journalistes. À l'abri des foules et des regards, Mortimer retira son casque en lâchant un « ouf » de lassitude et de satisfaction. Le général Abdelkarim, qui était égyptien, et plusieurs responsables de différentes nations, le général Niels et le colonel Mitchell, se saluèrent à tour de rôle. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies semblait satisfait. La guerre fut évitée. Tout était rentré dans l'ordre. Messieurs, je vous félicite. Vous êtes des monstres, mais des héros. Je vous informe que le monde entier est au courant de vos aventures et vous avez maintenant l'humilité totale. Allez où bon vous semble. La liberté dans l'esprit de justice ne peut être que félicitée, dit le secrétaire général de l'ONU. Le groupe disparut, chacun respectivement vers une section déterminée du hangar. Pour un idéal de paix, beaucoup de choses furent promises. Les monstres sacrés s'étaient unis pour l'intérêt de tous. Ils s'enfurent librement vers le destin après l'opération. Le comte de Dracula se métamorphosa en chauve-souris et vola par une nuit de pleine lune. Le loup-garou de Londres s'enfuit discrètement un soir, portant des lunettes de soleil et eut l'obtention de vivre à l'abri des regards dans une maisonnée sans fenêtre donnant sur le ciel. Une horloge lui rappelait sans cesse d'éviter les soirs de pleine lune pour se cacher. Frankenstein, l'androïde, reprit place en une léthargie et dans un caveau ultra développé, suivi par le docteur Victor, qui continua son étude avec une autorisation spéciale du gouvernement américain. Mais tout n'était pas encore fini pour Mortimer Jumpy, monstre sacré à sa façon. Il survit avec sa famille Vanna quelque part dans une de ces villes de l'Ouest américain, bougeant ses yeux tels des billes, derrière des lunettes dignes de Jerry Lewis ou Woody Allen. Il se prépara un après-midi, n'omettant pas d'inviter ses copains Rico, Buxy, Foxy et Tanker et leurs amis respectifs. Abdul Farid al-Harbi Abdul Farid al-Harbi, lui, avait disparu de cette ville depuis longtemps. On dit qu'il rejoignit le Caire pour y ouvrir boutique de thé et boissons chaudes de luxe. Les Martiens l'avaient libéré de la sans-nom, l'entité qui hantait son corps. Un de ces étranges êtres avait réussi à la coincer quelque part dans un bien étrange appareil d'aspect électronique, et les soucoupes s'enfurent comme elles étaient venues, incognito, à l'abri des médias. Tout entrait dans l'ordre en ce bel après-midi de novembre et en cette typique ville américaine. Pourtant, une question restait en suspens. Qui pouvait donc être l'homme d'Haïti, ce bien curieux personnage repéré par les services du général Niels? Ce monstre sacré là ne s'était plus montré depuis et personne ne savait ce qu'il devenait. Il devait rejoindre l'étrange manoir devenu lieu de rendez-vous des monstres sacrés. Un soir, l'étrange personnage frappa à la porte de la propriété, habillé élégamment. Abbott ouvrit et fut surpris d'être salué par une main faite d'ossements, ce qui lui glaça le sang. « Vous pouvez m'appeler Baron samedi. Je viens juste d'apprendre que je pouvais prendre un thé en votre compagnie, en cette demeure, » fit l'homme de couleur, en acquiesçant un sourire typique, dévoilant des dents blanches et brillantes. Niels eut un malaise et ses yeux sortirent de leurs orbites. Il n'eut le temps de comprendre qu'il était évanoui et non mort quand il revint à lui. Baron Samedi était tiré à 4 épingles, il fit claquer ses doigts et un livre apparut dans sa main. « J'espère, général, que je ne suis pas de trop. Je vais vous faire une déclaration sur le vaudou. Du moins, si vous me le permettez, » fit celui-ci en riant très fort. Sa voix couvrit toute la nuit. Niels se servit un verre de whisky, se gratta la nuque, et après avoir lu sa mystérieuse carte de visite, il lâcha. « Vous êtes le bienvenu, Baron Samedi. » Entra en déambulant, ses chaussures cirées propres luisaient dans la tiédeur de la grande salle. Comme il portait des claquettes américaines, il marcha en faisant du bruit et fit apparaître un haute forme dont il se coiffa.
Niels en resta muet. La star du vaudou haïtien était là devant lui, ricanant de sa voix d'outre-tombe. « Les monstres sacrés ont une nouvelle recrue ce soir, affirma-t-il en s'asseyant dans un large fauteuil en cuir. Loin de là, Mortimer conduisait sa coccinelle mauve vers les locaux de la NASA. Il roulait insouciant, les cheveux au vent et les yeux fixes derrière sa paire de lunettes, fatigué de porter des lentilles à verre correcteur. Je garderai ces paires de lunettes pour le plaisir de les porter. C'est idéal d'avoir ces lunettes. Pour moi, elles valent beaucoup de choses, se dit Mortimer en accélérant dans une rue vers les bureaux du général Niels Abbott. Il stationna dans une cour et descendit de voiture, salué par toutes les personnes qu'il croisait. Mortimer entra dans un bâtiment où se trouvait une importante foule de savants portant des blouses blanches. Un homme âgé vint vers lui. « Ah, Mortimer, je vous attendais, dit l'homme de grande taille qui avait l'air d'être le doyen de ces lieux. « Bonjour, professeur Von Braun, dit Mortimer Jumpy en tendant la main. Le professeur Arnold Von Braun, cousin du célèbre savant, esquissa un sourire et dit « Mortimer, l'œuvre de notre regretté Werner se perpétue dans le temps. Avec Saturne VI, nous restons fidèles à l'évolution de ces sacrés fusées et leur développement. Tout va dans le sens de l'évolution de ces lanceurs, de l'évolution en général. Vous êtes un génie, Jumpy. Saturne VI a réussi l'exploit, et je ne peux que vous laisser admirer votre œuvre. Oui, avec la possibilité de créer une base sur la Lune, une base internationale où des navettes se feront à partir de la Terre. En voici d'ailleurs la maquette, dit Von Braun, en ouvrant une pièce sous les applaudissements de tous les savants. Mortimer écarquilla les yeux. Devant lui se révélait une base lunaire faite d'un champ de panneaux solaires, de serres, une usine de traitement de minerais pour extraire l'oxygène du sol et fournir à la fois du carburant aux vaisseaux spatiaux et de l'air aux colons. Une zone d'extraction du régolithe, un astroport, un radiotélescope, des télescopes d'observation dits optiques, une catapulte électromagnétique, des réservoirs de stock d'oxygène, et une liaison radio avec la Terre. « Wow, formidable !» s'écria Mortimer Jumpy en ouvrant sa bouche béante de satisfaction. « Ah, j'oubliais. Mortimer, voici le sens de circulation des quads et des scooters de l'espace, dit Von Braun en allumant un circuit informatique reproduisant le mouvement dans la base. Nous l'avons nommé Moondreamer, fit Arnold Von Braun, en laissant Mortimer s'approcher de la maquette. Tous les circuits électroniques laissaient apparaître une projection en 3 dimensions. Un écran au plafond faisait bouger des éléments de petite taille mais perceptibles. Le schéma indiquait le sens giratoire pour les astronautes et les habitants du Moondreamer. En appuyant sur des boutons à touche sensitive, Mortimer Jumpy activait chaque rôle de la base lunaire internationale, se produire aussi précisément que le plus puissant des ordinateurs le révélait. Des navettes spatiales décollèrent en direction de la Terre et emportèrent des visiteurs qui, quelquefois, prenaient des photos de la Lune et de la base. Une voix fendit l'air et un haut-parleur annonça. « Ici le général Niels, les gars. Nous avons une nouvelle recrue pour notre manoir. » Mortimer marqua une pause et, faisant rouler ses grands yeux comme des billes, il ouvrit la bouche étonné de voir le nouveau monstre sacré. Le manoir spécial comptait bien sûr le baron Samedi et son génie vaudou. C'est ce qu'annonçait le général en diable de Niels dans les haut-parleurs. Tout le monde se rua vers une autre salle. Mortimer se prit une collation, un savoureux cocktail sucré à forte teneur en vitamines et alcool. Soudain, le savant Arnold prit la parole. Vous pouvez disposer à présent, nous sommes vendredi soir, je vous tiendrai informé de notre prochain voyage sur la Lune. Bientôt, le génial Mortimer se retira dans une immense pièce avec une pléiade de savants. « Youpi !» cria-t-il en dansant et marchant d'une drôle de façon. Après Mars, la base lunaire, et quelle base, fit celui-ci en zigzagant. Jumpy quitta les lieux peu après, prenant place dans sa coccinelle mauve qui démarra en pétaradant. Il quitta la NASA vers son domicile, là où devait l'attendre sa femme Ivana. Pendant le chemin, refusant de changer sa paire de lunettes contre des lentilles de contact au parfum d'anis, Mortimer se prit un hot dog assaisonné et un Diet Coke d'1 litre
glacé répondant à ces normes de savant astronaute et aventurier. Il lâcha avec un clin d'œil digne d'une star de cartoon. Arrivé chez lui, Mortimer Jumpy fut surpris de trouver Niels, l'air en forme, fumant une pipe en tenue civile. « Je t'attendais, Morty. » Et celui-ci, en se levant, « Vous ici, général, quelle bonne surprise !» répliqua Jumpy. « Ça va mal, Jumpy. Les Juifs vont me tomber dessus, d'une minute à l'autre. »« Ils sont à mes trousses, » dit le général américain, l'air de plus en plus inquiet. « Vous tombez dessus, général? Mais pourquoi donc ?» demanda Mortimer, l'air intéressé en s'asseyant. « On aurait bombardé trop de terrain. Ta mission sur le Bravo 7 avec tes sinistres copains. Vous avez atteint le potentiel nucléaire d'armement israélien et toute l'armée sioniste est sur le qui-vive. Nom de Dieu, mais c'était étudié pour qu'il n'ait aucune riposte. On a gaffé, Mortimer, beaucoup de bazar à sauter, des choses qui ne devaient pas. Les Juifs n'ayant plus d'espoir, ils risquent de me prendre en chasse d'un moment à l'autre. Mais c'est les Nations Unies qui ont mené cette foutue opération. Nations Unies ou pas, vous avez tapé trop fort. Le B7 a foutu la grosse pagaille dans tout le secteur. Et on craint le pire, dit Niels Abbott. Pire que tout cela, continua-t-il en chuchotant. Une ogive nucléaire est perdue, parachutée. Elle risque de provoquer le désarroi et la panique chez les Juifs. Une arme nucléaire? Mais comment cela? Fit Mortimer. Un gredin s'est glissé dans les hangars secrets la nuit et a placé une bombe à fission à retardement dans la soute du Bravo 7. Et sans le vouloir, vous l'avez largué, tel un simple réservoir de fioul vide. Et que voulez-vous que l'on fasse? Questionna Mortimer, terrorisé. Il faut retourner et la désamorcer, dit Niels. Tout à coup, le téléphone sonna. Niels décrocha l'appareil. Général Niels, demanda une voix caverneuse. Oui, lui-même. Qu'y a-t-il? Répondit Niels Abbott. Je suis votre homme, je détiens le secret de détonation et le code de la bombe. Nom d'un chien. Et que voulez-vous à présent? Vous évitez une guerre nucléaire, pulvérisera tout ce qui existe dans un rayon de 50 kilomètres. Et il raccrocha. Attendez, quelles sont vos conditions? Fit Niels Mortimer et Abbott restèrent un instant silencieux. Ils eurent la même idée. Nous devons envoyer une alerte, un message, code, flèche brisée. Une arme nucléaire est perdue et cela est très grave, dirent-ils en même temps. Le général quitta le domicile de Jumpy à la hâte dans une vieille Dodge Incognito, suivi par les services de renseignement américains qui commencèrent à le soupçonner. Et il actionna une montre téléphone et une voix de femme lui répondit. « À vos ordres, général, qu'y a-t-il de particulier? Miss, voilà, je suis sur l'autoroute à la sortie de la ville. Envoyez-moi de l'aide, un hélico. Je dois être au Pentagone le plus vite possible. » Quelques minutes après, un super hélicoptère survola sa Dodge. Niels s'arrêta sur le bas-côté et l'hélico se posa devant lui sur l'herbe. Un homme aux lunettes noires ouvrit la portière. Niels se mit près de lui après avoir pris soin de fermer la porte de son véhicule. « Bonjour, lieutenant, code flèche brisée » souffla le général. L'hélico décolla rapidement, prenant la direction de l'aéroport du Pentagone le plus proche. Sous le bruit des hélices battantes et le paysage défilant en vive allure, dans un ciel bleu saphir, Niels était visiblement gêné. Il crispait ses lèvres, impatient d'être le plus vite possible à destination voulue. Alerté par les télécommunications armées, un Boeing 737-400 AWACS attendait déjà Abbott sur la piste d'envol du Pentagone. Dès que l'hélico se posa, des militaires ouvrirent la voie de départ au général qui s'aperçut que les choses devenaient de plus en plus sérieuses. « Qui cela peut-il bien être ?» se demanda-t-il, plusieurs fois conscient du danger que pouvait prendre la tournure des choses. Le 737 était de peinture camouflage, de type parachutiste. C'était un quartier général de l'Air Force. Niels Abbott prit son commandement. Le jet était déjà en vol lorsqu'un appel radio commença à présenter les nouvelles radiodiffusées de cette étrange affaire. « Nous allons droit sur New York » fit une femme en uniforme après avoir salué. « Repos, colonel » fit le général Niels en s'asseyant dans un immense fauteuil. « Dossier » demanda celui-ci. Un jeune militaire les posa sur le bureau. « L'opération Bougalou. La mission B7. On nous aurait infiltrés. Bien. » fit le général en appuyant sur un bouton rouge sur le bureau devant lui. Il continuait à scruter les dossiers.
une bombe B-61 récente pouvant pulvériser tout sur un rayon de 50 km. Nos services ont décelé une fuite le jour même de la mission. Des espions auraient déposé cette bombe en plus de l'armement du Bravo 7 et l'ont camouflé de telle façon que ce soit largué sans être décelé, lut le colonel. Très très fort, et notre équipe ne s'est doutée de rien, l'affichage informatique ne la mentionnant pas. Regardez, le listing ne présente aucune arme de ce type, au début et à la fin de l'opération, fit le général en engloutissant un caramel mou. Fini de rigoler. On envoie quelqu'un là-bas pour désamorcer cette bombe. C'est la seule solution, dit le général Niels Abbott, dans un système de communication radio sur le pupitre de son bureau. Les forces en présence devraient intervenir. Un commando serait nécessaire, reprit le général, en dégustant son caramel. Puis Niels convoquait le manoir d'urgence. « Je veux toute l'équipe à minuit pour ma séance à huis clos. » Puis il éteint son appareil. Le jet continua son voyage sur New York. JFK. Il s'y posa. Déjà des automobiles au vert fumé et des hommes de la haute sécurité s'affairaient autour. Abbott prit place à bord d'une limousine bleue marine et disparut, suivi d'autres voitures de sécurité. Il s'arrêta un instant afin de s'habiller en uniforme, puis la limousine démarra en trombe dans le brouillard de la nuit new-yorkaise. Le manoir était convoqué. Vers minuit, une chauve-souris volta dans le ciel sombre et entra dans la cheminée éteinte de la section secrète des monstres sacrés. C'était le comte de Dracula, en personne, invisible aux humains. Un corbillard arriva peu après, et devinez donc qui était couché dedans? Le monstre de Frankenstein, attendant patiemment d'être ressuscité par les électrochocs du docteur Helmut von Rosenstein et son fidèle infirmier. Puis arriva Talbot, Howard G. Talbot, dans une Mini Austin de sport londonienne, l'air de plus en plus effrayé. Le loup-garou demanda à être enfermé dans une pièce sombre et blindée d'où il observerait la lune ronde sans être dérangé lors de sa métamorphose. Abdul Farid al-Harbi rejoignit le groupe un peu plus tard et ils tinrent une séance fermée. Et seul le général Tills avait le droit de rester puisqu'il était le directeur du manoir. « Messieurs du manoir, bonsoir », fit-il en ajustant sa casquette. Comme vous le savez, déjà l'opération Bougalou a été infiltrée. Des forces de l'ombre ont saisi l'occasion pour détourner une bombe à fragmentation nucléaire et essayer de rayer des innocents de la carte du monde. Je dois vous informer que nous devons former un commando d'élite pour empêcher cette connerie. Cette bombe se trouve actuellement perdue dans cette zone de la carte du Moyen-Orient et vous serez parachuté afin de la désamorcer. C'est un engin de type B-61, une véritable destructrice de génération entière. Mais attention, vous serez les cibles de différents soldats qui n'hésiteront pas à ouvrir le feu sur vous dès que vous serez derrière la frontière. Ainsi, vu vos aptitudes surnaturelles, je n'ai rien à craindre pour votre santé. Aussi, je vous dis salut et débrouillez-vous. Ah, j'oubliais, le baron Samedi est notre nouvelle recrue. C'est un spécialiste du désamorçage des bombes. Il vient d'Haïti et vous embrasse tous. Puis le général se mit une cape noire et chevauchant un balai qui n'était autre qu'un missile RR amélioré doté d'un guidage manuel, il s'envola en riant à tue-tête dans le ciel sombre, faisant un ultime garde à vous sous le son d'une musique de sorcière. Niels, la direction du Pentagone en s'accrochant à son mystérieux engin, chevauchant le missile, la cape au vent, le général riait aux éclats dans la nuit. Il se mit à éternuer, et regardant en bas, il vit la ville illuminée. Mais les passants ne portaient aucune attention à ce bolide volant en altitude. Dès qu'il fut à hauteur de son domicile, il coupa l'alimentation de propulsion et ouvrit un parachute. Niels Abbott, enveloppant sa tête dans sa cape pour se protéger du froid, descendit du ciel vers le jardin de sa demeure. Dès qu'il fut à terre, une sirène retentit aux alentours et des projecteurs s'allumèrent vers lui. De puissants phares balayèrent tous les coins de son jardin. Puis sa femme apparut tenant un rouleau à pâtisserie. Elle lui courut après et se mit à fuir dans plusieurs directions. Tout à coup, un piège à loup en plastique lui saisit la cheville et il tomba assis
maîtrisé d'une hilarante façon. Son épouse s'approcha de lui et désignant une photo de grand format où il était en bonne compagnie, Abbott bégaya en promettant à son épouse de ne plus recommencer. Quelque part près de la frontière israélo-égyptienne, dans un no man's land de vent et poussière, dissimulé dans un buisson de végétation, la bombe B-61 émettait des bips stridents, à peine perceptibles, toutes les 5 secondes, ce qui expliquait qu'elle était à retardement. Son affichage cristaux-liquide laissait apparaître une semaine en heures et minutes. Il faut retrouver cette bombe et la désamorcer coûte que coûte, cria le président Saxon en tapant du poing sur la table. Elle n'était pas prévue dans le programme, et celui-ci, en se retournant l'air gêné, Niels Abbott, la gorge serrée, pensait. « Monsieur le Président, j'ai formé une troupe d'élite spéciale afin de retrouver et neutraliser cette bombe. Je vous le promets, dit Niels en se levant. Dans les rues de New York, les journaux étalaient leurs titres en gros caractères. Alerte nucléaire, une bombe perdue risque de sauter face à l'incapacité de l'armée à la localiser et à la contrôler. Très vite, la panique s'empara des citoyens et des flots d'interviews submergèrent les télévisions. Le soir venu, au manoir, Niels convoqua toute l'équipe des monstres sacrés, Frankenstein, l'androïde, l'homme loup-garou, le comte de Dracula, la momie égyptienne et Baron Samedi, le zombie. L'infirmier du docteur Frankenstein qui balayait dans le salon en prêtant l'oreille à tout ce qui se passait, sa silhouette trapue et bossue, se détachait sous la lueur de l'âtre d'un feu de cheminée. Niels vérifia un système de sécurité anti-espion. Un minuscule boîtier à écran lui permit de s'assurer qu'il n'y avait aucune fuite. Il décrit un cercle complet sur lui-même, activant l'ouverture du gadget entre ses mains, s'assurant qu'il ne fût point épié. L'écran afficha néant. « Tout va bien, les gars. Nous sommes seuls. Je peux vous exposer de quoi il s'agit. En gros, désamorcer une bombe nucléaire. Nous serons parachutés d'un appareil dans cette zone. » Niels désigna des cartes géographiques indiquant le trajet à suivre.